Bonjour Rokhaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ta race, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Ici, vous le savez, on parle d'asiatiques, d'arabes, de blancs, de noirs, de tout le monde sans complexe aucun. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble du thème des parents. Les enfants d'immigrés naviguent entre des cultures parfois contradictoires, en tout cas en apparence. Les rapports entre la première génération et la deuxième génération dans une même famille ne sont pas toujours sans heurts. Et en plus d'un fossé générationnel, on doit souvent faire face à des différences culturelles, le fameux « chez nous, on ne fait pas comme ça », qu'on peut entendre à la fois dans notre entourage, à l'école et dans l'espace public. Et donc, on va parler de nos parents et de notre lien avec nos aînés. Et pour alimenter cette conversation, nous élargissons aujourd'hui l'équipe avec une chroniqueuse, Fatima Aït-Bounoua. Salut Fatima. Salut Fatima. Bonjour. Toute sérieuse. Alors Fatima, tu es romancière, autrice notamment d'un recueil de nouvelles nommé La Honte. Tu es aussi prof de français et chroniqueuse à la radio aux grandes gueules de RMC. C'est bien ça. Et comme on est dans Kiffe ta race, on a un petit rituel. On trouve qu'il est intéressant que toutes les personnes autour de la table se situent sur le plan racial. Moi, je suis asiatique, Rokhaya est noire. Et toi, Fatima, comment tu te définirais si tu dois te définir ? Alors, je trouve la question très difficile parce que j'ai un problème avec le mot race. Bon, alors tu vas partir d'ici. On ne peut pas poursuivre cette conversation, c'est pas possible. Non, alors moi j'aime bien dire, j'ai trouvé ça et finalement ça me correspond bien, que je suis comme l'ornithorynque. Je suis un ornithorynque. Donc, je vous explique pourquoi. C'est même pas une blague en fait. Si vous connaissez cet animal qui est très moche, il est surtout... non mais c'est pas d'un point de vue esthétique, mais surtout il remet en cause les catégories. Parce que d'habitude, quand on était petit, je ne sais pas si vous vous souvenez, on nous disait il y a la catégorie des ovipares et puis les vivipares. Soit on pond des œufs, je suis pas allée à l'école ce jour-là. soit on allait ses petits. Et c'était deux catégories. Non, mammifère. Alors ovipare, vivipare, donc soit on peut allaiter, oui. voilà, soit on va pondre des œufs. Vivipare, c'est on pond des œufs et après on allait de ses petits. Non, ils sont séparés. Soit tu ponds. Grâce, tu ponds des œufs. Biologie, bon. Pour les animaux. Et justement, l'ornithorynque ne peut pas, enfin parce qu'à la fois il va pondre des œufs, en même temps il peut allaiter. En plus, il a une queue qui ressemble à un castor. Il va avoir un bec qui ressemble à un canard. Il ressemble à tout et il remet en cause par son existence même toutes les catégories. Et je trouve que c'est pas mal parce que finalement, moi, je me suis toujours sentie en marge. Mais pour tout. C'est-à-dire que lorsque je suis au Maroc, parce que mes parents sont marocains, donc lorsque je suis au Maroc, je me sens française. Lorsque je suis en France, en fonction des endroits, je vais penser à mes origines marocaines. Lorsque je suis avec des gens très riches, je vais penser à mes origines modestes. Lorsque je suis avec des gens pauvres, je me dis que finalement, j'en fais plus tout à fait partie. Ce qui fait que je suis dans cette position de marge, mais j'aime pas non plus l'expression le cul entre deux chaises. Parce que moi, j'ai plutôt le sentiment d'être sur les deux chaises, enfin de pouvoir être sur une chaise, ensuite sur l'autre, et surtout dans la position d'observatrice. Donc j'aime bien cette position de marge, puisque finalement c'est lorsqu'on n'est jamais complètement dans un groupe et toujours en bordure pour l'observer. Donc voilà, je me sens là. Et il y a un moment dans ta vie où tu as pris conscience de cette position justement marginale ? Et ben depuis toute petite finalement. Il y a eu un déclencheur, un événement particulier, une anecdote que tu pourrais partager avec nous ? Un cours sur l'ornithorynque ? Non. Faut qu'on arrête d'inviter des profs. Non. Alors, j'ai un père qui bien que n'ayant pas eu la chance de faire des études, de longues études, c'est quelqu'un qui parle beaucoup et qui a beaucoup de proverbes. Donc, très petite, il me disait des choses assez métaphoriques, comme même si ton père est un âne, ne monte pas dessus, ou regarde la différence entre l'herbe qui s'arrache facilement et un chêne qui est ancré dans ses racines et tu comprendras comment il faut être dans la vie et pourquoi il ne faut jamais renier d'où on vient. Donc quand on grandit avec des phrases comme ça, on réfléchit beaucoup et on réfléchit tout le temps. Donc ça m'a guidée, mine de rien, avec ces phrases. Donc cette question, même si ton père est un âne, ne monte pas dessus, c'est aussi cette différence de classe. Ça veut dire même si tu gagnes plus que ton père plus tard, respecte cette origine modeste. Même si d'autres veulent humilier ton père, respecte-le. Donc finalement, comme ces phrases étaient là, j'ai jamais, je peux pas dire comme certains disent,
j'ai eu honte de ma famille, j'ai eu honte de mon milieu, et en grandissant, je me suis rendu compte. Moi, j'ai jamais vraiment eu honte lorsque j'étais petite, et parce que finalement, j'observais et je trouvais ça curieux. C'est-à-dire que j'observais les humiliations. Mais je me disais, juste parce qu'on va en parler tout à l'heure de ça, toi, comment tu t'es, comment t'as compris est-ce que t'as compris que t'étais particulière par rapport à d'autres personnes autour de toi, par rapport à l'endroit d'où tu viens de Poitiers. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es sentie différente des autres ou jamais en fait? Tu t'es jamais toujours, et du coup ça s'annule. C'est-à-dire que comme je me suis toujours sentie différente, je me disais tout le monde doit se sentir différent. D'accord. Voilà. Et ça, moi, je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que c'est la perception de soi. Ça veut dire qu'elle fluctue en fonction de notre vie et au moment de notre vie. Mais la perception que les autres ont de toi, c'est laquelle? Écoute, moi j'ai grandi à Poitiers et ma mère, elle a toujours été perçue comme la petite Marocaine, parce qu'il n'y en avait qu'une. Donc j'avais bien conscience de ça. Mais ça n'avait pas très d'impact tôt, plus grand que ça sur ta vie, quoi. Non. Okay. Parce que je vois, on voit comment nos parents le vivent. Et finalement, ma mère, qu'on l'appelle la petite Marocaine, même si elle était là depuis des années, ça la gênait pas. Ça la gênait pas parce que finalement, elle-même se définissait comme ça. Elle se définissait comme la petite Marocaine qui était là. Donc voilà. Alors les parents, c'est un sujet dont on va parler aujourd'hui. Et pour introduire ce sujet, on va proposer à l'écoute une chanson qui parle justement de cette question-là. Tes parents, ce sera peut-être des professeurs de lettres branchés sur France Inter et qui votent pour les Verts chez tes parents. Dans ce cas-là, y aura Télérama, un album sur Colette et le chauffage à 17. Mais tes parents, si ça tombe, aiment bien faire le tour du monde, aller dans les pays chauds et ramener des diapos. Pour Noël, si ça se trouve, j'aurai un bouquin sur le Louvre. Si ça se trouve, tes parents sont un tout petit peu chiants. Alors Fatima, est-ce que tes parents ils ne ressemblent pas du à tout la description mais... Parce qu'en fait cette chanson, ce que je trouve assez intéressant, c'est Vincent Delerme. Ah bah oui. Et c'est en 2002. C'est ça que Grâce et moi avons beaucoup écouté, et donc il se met dans la position d'un mec qui va rencontrer les parents de sa copine, et il décrit toutes les options possibles. Ah bon? Bah non. Et c'est vrai que il n'est pas sorti avec moi, c'est sûr. Avec moi non plus. Alors, est-ce que tes parents font du ski dans le Jura l'été, Fatima? Est-ce qu'ils lisent Télérama? Alors, non, mais pas du tout. Est-ce qu'ils offriraient à ton compagnon un bouquin sur le Louvre? Non, mais c'est là. Mais ils se rendaient compte peut-être, non? Alors déjà, c'est très classe moyenne, classe supérieure blanche. Hein, les parents sont pas agriculteurs, etc. Mais c'est vrai que l'idée, les parents qui décrit, ce sont des parents français, d'origine française. Donc, il n'y a pas l'option des parents immigrés qui est présentée. Non, et puis même socialement. Ce que je viens de dire, ouais. Oui, c'est plutôt des classes moyennes et sociales supérieures. Non. Mais c'est intéressant cette projection qui fait des parents qui est assez réductrice. Mais moi, finalement. je ne l'écoutais pas. Oui, mais c'est pas grave. Non, mais vraiment, même ses parents. J'attendais pas à trouver mes parents dans les chansons de Delerme, mais vraiment pas. Nous, on a écouté jusqu'au bout. Donc j'ai pas été déçue. À quel moment? Mais ouais, mais je dis, à la fin, il dit pas, parce qu'à la fin, il dit Ah non, c'est pas dans cette chanson-là, mais il décrit un monde dans lequel on n'existe pas, en fait. C'est-à-dire qu'en tant que petite copine, pas seulement, en tant qu'aussi comme comme fan, en fait, je pense qu'on n'existe pas. Ouais, mais est-ce qu'on s'attend à exister dans son monde? Nous, on existe. Non, mais moi, dans le monde de Delerme, moi que mes parents n'existent pas dans son monde, à la limite, je ne suis pas surprise. J'aurais peut-être été surprise si j'y étais. Tellement finalement. Ah, mais c'est intéressant parce que moi, tu vois, je pense que cet homme, je sais pas, je connais pas son palmarès, mais il a été victoire de la musique, il a été quelqu'un qui a été écouté par une grande partie de la population française. Enfin, et la vision du monde qu'il décrit. Moi, elle me parle en tout cas. Mais le fait que moi, elle me parle, je m'identifie à ce qu'il peut dire sans avoir vécu ce qu'il raconte. Et ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est que l'inverse ne se fait pas. C'est-à-dire que lui, il se mettrait jamais à ma place sans pouvoir... Parce qu'en même temps, les parents dont il parle, on voit très bien de qui il s'agit. C'est-à-dire que si nous, on faisait une description identique de nos parents, je pense que ça lui parlerait pas, mais ce qu'il raconte, en fait, on arrive très très bien à voir à quoi il fait référence. Oui, mais c'est un peu comme dans la littérature. Si vous voulez, à part Annie Ernaux,
dans la littérature, et c'est ce qu'elle a dit avec Laplace, elle disait la façon de parler de ses parents, qui étaient d'un milieu plutôt populaire et qui, voilà, de la France rurale, dit la voix de mes parents n'existe pas en littérature. Et n'existait pas avant Annie Ernaux, finalement, dans la littérature française. On lui disait, mais si, regardez, il y a chez Proust, on entend ce parler populaire. Et là, elle dit non, c'est la bonne qui parle. Moi, je parle de ma mère. Et finalement, le fait de donner droit de cité en littérature à des figures modestes, comme ses parents, là, c'est révolutionnaire. Absolument, presque, déjà avec Annie Ernaux. Après, ça a continué avec maintenant d'autres auteurs comme plus récemment, comment il s'appelle ? Édouard Louis. Didier Ribon avant lui. C'est ça. Mais Annie Ernaux, pour ça, était... Et en plus, ce qui est très très fort chez elle, c'est qu'elle a essayé de trouver, même dans la façon d'écrire, d'échapper à la complicité. C'est-à-dire trouver une façon... Parce que lorsqu'elle est critiquée par des critiques littéraires, on dit « mais non, mais c'est pas écrit, il n'y a pas de style, c'est neutre ». Alors que cette neutralité, elle est voulue, elle est travaillée et elle voulait trouver une langue qui empêche la complicité bourgeoise sur le dos de ses parents. C'est-à-dire, elle ne voulait pas faire du folklore ou donner à voir, ah, regardez comment ils parlent, ces pauvres, c'est drôle, rions. Non, et voilà, donc c'est un vrai travail de style, un travail littéraire qui reste à faire peut-être pour nos parents si on a envie qu'ils existent en littérature. Alors on va revenir sur Annie Ernaux parce que je sais que tu aimes beaucoup cette écrivaine. Et moi, j'aimerais qu'on parle de nos parents quand on était petites, dans la sphère familiale, parce que je pense que la vision de nos parents, elle a évolué dans le temps. Moi, quand j'étais petite, pour moi, chez moi, on était en Chine en fait quand on allait chez moi. Mes parents étaient un peu les gardiens et les passeurs de cette culture qui me paraissait à la fois lointaine et proche parce que je n'avais jamais mis les pieds en Chine et en même temps je connaissais à la fois la nourriture, je parlais la langue, il y avait des rites liés à la religion aussi que mes parents pratiquaient chez moi. Donc est-ce que chez vous aussi c'était comme un espace qui était, moi ça me paraissait déconnecté de la France que je connaissais en dehors, hein. Mais quand j'étais petite, je ne connaissais que ça. Est-ce que vous aussi, pour vous, l'espace intime de votre petite enfance, elle était un peu comme ça, connotée ? Alors, pour beaucoup d'amis, on en parlait, j'en parlais avec des amis très proches qui me disaient effectivement qu'il y avait deux espaces. Ça veut dire qu'à la maison, il fallait, on allait, à partir du moment où on rentrait dans la maison, il fallait parler l'arabe. Et puis voilà, on oubliait le dehors et il y avait vraiment l'espace du dedans et du dehors. Moi, je ne l'ai pas vécu comme ça, tout simplement parce que pour mon père, la maîtrise du français était très importante et c'était une clé. Donc, l'espace de l'extérieur était à l'intérieur dans les mots de mon père, dans le sens où il nous disait que la parole, c'était le pouvoir. Que la maîtrise de la langue, c'était... Il le formulait comme ça ou tu l'as compris après ? Ah non, il le disait en français. Il le disait et il nous le disait en français, avec son accent, mais en français quand même. Non, il disait, moi je suis un analphabète. Il nous disait le mot analphabète. Il dit, moi c'est pour ça que j'ai écrit L'homme sans secret aussi. Il disait, si on ne maîtrise pas la langue, si on ne peut pas écrire, on ne peut pas faire ses papiers tout seul, on ne peut pas avoir des secrets à l'écrit. Je suis obligée de vous demander, à vous mes enfants, de m'écrire pour moi. Et je ne veux pas ça pour vous. Je veux que vous soyez le plus autonome possible. Et pour cette autonomie-là, il faut absolument être complètement dans l'endroit où vous êtes. Donc cet extérieur-là, quel qu'il soit. On aurait été en Espagne, on aurait parlé... il fallait maîtriser l'espagnol, vous voyez, parce qu'on est là, on est né là. Donc il faut maîtriser l'espace, parce qu'il nous disait simplement, si vous ne décidez pas, on décide pour vous. Voilà. Moi, je dirais que c'est pareil, il n'y avait pas une dichotomie entre l'intérieur et l'extérieur, mais c'est vrai que chez moi, mes parents parlaient français. Alors la stratégie, je pense qu'elle était pas forcément formalisée justement comme une stratégie, c'était parce que mes parents, c'était la génération à laquelle on a fait croire que le fait de parler uniquement français à ses enfants allait aider les enfants, et je pense aujourd'hui que c'est une erreur, parce que du coup, je comprends très très bien le Wolof, qui est la langue de mes parents, parce que je les ai entendus se parler entre eux et avec d'autres membres de la famille, mais c'est pas une langue que je parle.
vraiment couramment. En revanche, on s'est toujours parlé en français, ou sinon ma mère, elle me parlait en wolof, je répondais en français quand elle était énervée. Donc le wolof, c'était un peu la langue de la terreur, quoi. C'est que quand elle me parlait en wolof, je me disais que c'était chaud pour moi. Et donc nous, on lui répondait toujours en français. Et ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que j'avais pas forcément conscience de la différence qu'il y avait entre le chez moi et l'extérieur. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, par exemple, que des camarades à l'école me disaient « Ah, ta mère, quand elle parle, je comprends pas tout parce qu'elle a un accent. » Et je leur disais « Mais non, elle a pas du tout... » Enfin, pour moi, elle avait pas d'accent. Je me disais « Mais je comprends pas ce que tu dis. » En fait, elle parle tout à fait normalement. Ou encore, il y avait des choses qui... Souvent, par exemple, mon père... Le vendredi, c'est mon père qui venait me chercher, notamment, à l'école primaire et à la maternelle. Et le vendredi, c'est le jour de la mosquée. Donc, il avait un boubou, etc. Et il y avait des enfants qui me disaient, mais ton père, il met des robes, mais genre en se moquant de moi. Et je les regardais, en l'air de dire, mais vous êtes complètement inculte, en fait. C'est pas du tout une robe. Je me sentais pas du tout offensée. Je me disais, mais ils savent rien, en fait. Ils sont au courant de rien. C'est un boubou, en fait. Mais ça, c'est intéressant parce que tu vois d'autres, comme Majid Cherfi, par exemple, il raconte dans La Trempe que sa mère venait à l'école. Majid Cherfi, donc de Zebda. Oui. Et il a écrit aussi, donc dans ce livre qui s'appelait La Trempe, que sa mère venait et qu'elle avait une tenue traditionnelle et il avait honte. Il parle d'une forme d'expérience de honte. Et je pense que la différence, c'est pas l'expérience, mais comment elle est vécue et surtout une question d'estime de soi. C'est-à-dire que toi, déjà jeune, t'avais quand même l'estime de soi. En fait, pour moi, c'était une norme tellement profondément ancrée. Voilà, il y avait pas donc je me sentais pas remise en question. Alors que d'autres enfants vont se dire, ah mais oui, arrête de venir me chercher. Arrête de venir en robe. Ouais. À la place de dire... Mais par contre, je pense que ça dépend aussi où tu grandis, hein, parce que ça, j'étais à Paris. Il doit y avoir des milieux où la différence est plus acceptée par tes pairs et d'autres où on est moins porté sur l'acceptation. Je sais pas, je pense que c'est aussi une question de... Je vais vous donner un exemple tout... Mon père, qui s'habillait comme à l'époque, donc plus les vestes de costumes. Voilà, c'était à cette époque-là. Et chapeau aussi. Voilà, non, alors pas de chapeau, mais voilà, il avait sa chemise, sa veste de costume, et même comme ouvrier, il allait remettre, on retrouve les photos même à Paris, parce que mon père est quand même âgé, il est né en 1933. Donc il s'habillait comme ça, comme à l'époque à Paris. Mais le jour où, comme ouvrier, il a eu la médaille du travail, il est allé chercher sa médaille en tenue traditionnelle, marocaine. Wow. C'est magnifique. Et donc sur la photo, il y a tout le monde en costume, et lui, il a cette tenue. Et finalement, par cette tenue, il voulait dire quelque chose. Il a dit quelque chose. Il a dit, voilà, j'ai donné ces années de travail, de mon corps. Il a un ongle en moins. Il a été abîmé par cette vie de rat d'usine. C'est lui qui se définit comme un rat d'usine. Il dit, voilà, nous, on était des rats d'usine. Mais il a dit, voilà, j'ai été un rat d'usine. J'ai donné ma santé. J'ai donné ces années, de très, très longues années, à fabriquer des pistons. Mais je n'oublie pas d'où je suis. Non pas dans une revendication comme ça, mais dans quelque chose de très naturel aussi. Donc je suis là comme pour la France, mais en tant que Marocain en France. Et il avait cette tenue. Ce qui fait que moi, j'ai associé ça, non pas à des moments d'humiliation, mais à des moments et non de revendication, mais des moments d'estime de soi-même et puis de naturel finalement. D'être fier de ce qu'on est. Bah moi, par rapport à la tenue traditionnelle des personnes chinoises, moi, ma mère, elle s'est mariée en robe qipao, là, c'est les robes, tu sais, qui sont longues, avec un peu fendues sur le côté, avec le petit bouton, là, col Mao, là, comment on appelle ça. Et moi, je trouve ça magnifique, hein, mais quand j'étais petite, il y avait toujours au carnaval une fille qui mettait une robe à col Mao et je trouvais ça tellement moche que en fait moi pendant hyper longtemps je pouvais pas mettre ça parce que ça te rappelait le carnaval. Non, mais c'est le carnaval, c'est-à-dire que regarde, j'ai mis une robe de chez toi. Non. Chez moi, elles sont plus belles en fait. T'as vu le tissu de ta robe, mais c'est horrible. Et moi, j'ai cette image le truc de farce et attrape. Oui, c'est regarde, je te ressemble. Mais non, tu me ressembles pas du tout en fait. Tu vois, genre. Et pour moi, la tenue traditionnelle. En plus, ma mère, elle l'a portée à son mariage. C'était quelque chose que sa mère lui avait donné, etc. Bon, moi, j'ai essayé de la mettre, mais je rentre pas dedans. Mais en tout cas, c'était pour moi quelque chose de très beau et ça a perdu de sa sublime parce que les gens le percevaient d'une certaine manière. Enfin, tu vois, et puis l'ignorance aussi. Mais oui. C'est aussi beaucoup d'ignorance. C'est-à-dire que voilà, il suffit que ça ressemble vaguement pour qu'on ait l'impression que ce soit ça. Il y a une question aussi que, pour le coup, moi, peut-être dont j'ai pris conscience tardivement, et en tant que différence par rapport à d'autres personnes, c'est vraiment la question de l'autorité et de la discipline. Je vois que tout le monde rigole autour de la table.
Ce dont je me suis rendu compte, c'est que mes amis d'origine française blanche n'avaient pas forcément le même rapport à l'autorité par rapport à mes parents, qui étaient effectivement assez conservateurs, assez autoritaires, qui étaient très vigilants par rapport à mes résultats scolaires, par rapport au fait qu'il y avait vraiment une hiérarchie, le droit d'aînesse. Donc moi j'ai la chance d'être l'aînée, donc j'étais la chef de mon petit frère, donc du coup on n'était pas une grande fratrie, donc j'avais pas beaucoup de personnes à dominer, mais quand même. et cette question-là de la manifestation de l'autorité qui était extrêmement présente chez moi n'avait pas forcément la même manifestation chez d'autres et n'était pas forcément perçue comme quelque chose de normal par mes camarades qui parfois répondaient à leurs parents, mais je me disais, moi si j'ouvre la bouche pour ne serait-ce que dire, moi les fois où j'ai dit à ma mère, je lui ai dit non, elle me regarde, elle me fait, tu veux dire que je mens? Et là je me mettais à trembler en disant non mais c'est pas ça et tout, et je me rendais bien compte que c'était absolument pas du tout possible d'envisager en fait une confrontation même philosophique avec mes parents parce que c'était l'autorité absolue et c'est quelque chose qui venait vraiment de ma culture d'origine. Donc est-ce que c'est des choses que vous avez constatées dans vos familles ou moi avec ma sœur, quand on regardait les séries américaines ou des séries où des enfants répondaient à leurs parents, on avait l'impression de regarder un peu de la science-fiction. C'est-à-dire cet adolescent qui claque la porte et qui dit « Laisse-moi tranquille !» On se disait, mais avec mon père... Mais elle serait morte. Même le début, laisse... C'est-à-dire, tu n'imagines même pas la rébellion. Cette idée... Ton cerveau, il bug. C'est le réflexe de protection. cette réflexion. Donc, effectivement, moi, je n'ai même pas tenté. Et j'avais, excuse-moi juste, mais j'ai repensé à une anecdote. J'avais un livre, mes parents nous avaient offert un livre, genre l'islam pour les jeunes. Et t'avais plein de situations, notamment qui étaient liées au respect des parents. Et il y avait un chapitre où t'avais une petite qui s'appelait Jamila. Et genre, c'est Jamila a manqué de respect à ses parents. Et dans le truc, elle faisait zut. Et genre, elle partait en courant. Et elle disait zut à ses parents. Et après, t'avais toutes les sanctions divines que t'avais si tu parlais mal à tes parents. Mais tu vois, je veux dire, même l'option, en fait, parce qu'elle avait juste dit zut en courant. C'est pas genre comme dans les séries où elle claquait la porte en parlant très très mal à ses parents. Mais c'était intéressant de voir aussi que dans des principes religieux, vraiment, la question du respect des parents était extrêmement importante. Et moi, déjà, quand je voyais les enfants parler à leurs parents, déjà, pour moi, c'était quelque chose de bizarre. Parce que moi, je ne parlais pas à mes parents comme à des égaux, tu vois, c'est-à-dire que il y a tout en chinois, il y a toute une manière de parler aux aînés, tu les appelles pas de la même manière, surtout pas par leur prénom, enfin il y a pas de prénom de toute façon, c'est par leur titre, tu vois, et il y avait toute une manière de parler et déjà quand je voyais des enfants de mon âge parler à un adulte d'une manière taper dans le dos et dire et rigoler, mais moi j'étais en transe déjà, je me dis mais comment il a le droit de parler comme ça à quelqu'un dans sa famille et du coup moi il y avait énormément de corrections corporelles chez moi, donc je n'ai qu'un mot à dire, c'est la spatule. Moi, ma mère, autrement appelée chaussure dans notre famille, savate ou tu vois, voilà. Moi la spatule. Il suffisait qu'elle montrait du doigt. Tu vois là-bas, tu vois. Et genre il y avait plus de bruit, et les mouches s'arrêtaient de voler. Tu vois, c'était. Et aujourd'hui, bien sûr, maintenant que j'ai des enfants, je conçois. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Je dis pas qu'il faut transmettre la fessée de manière traditionnelle et culturelle, tu vois, mais que, en tout cas, moi, je sais que mes parents, ils ont fait des choix au moment où ils les ont faits, des choix éducatifs, et que c'est pas les mêmes choix que moi. Et qu'en même temps, il n'y a pas de comparaison à faire, tu vois, c'est-à-dire que... Après, il y avait beaucoup de peur. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il y avait des choix où il y avait aussi des moments où il y avait énormément de peur. C'est-à-dire, parfois, la violence, ils avaient l'impression que la situation leur échappait et puis il y avait la peur que ça échappe. Ce qui fait que ce n'est pas forcément, même sans les juger, parce qu'après, il y a des personnes qui n'osent pas remettre en question. Ils se disent, moi, j'ai été élevé comme ça, donc je vais élever comme ça. Alors que finalement, moi, comme mon père me le dit, et il dit, nous, on a fait comme on pouvait, fais mieux, ma fille. C'est-à-dire, nous, voilà, on était dans un pays où finalement, la langue, on ne la maîtrisait pas. Il y avait cet extérieur où on ne maîtrisait pas toutes les données. Vous maîtrisez tout. Vous n'avez pas le droit de faire autant d'erreurs que nous. Nous, on a peut-être commis des erreurs et puis on a fait au mieux. Donc là, on en rit de ces choses-là. Mais moi, je vois maintenant avec des élèves où il y a de la maltraitance. Et là, pour le coup, c'est
très grave. Là, c'est autre chose. Parce que c'est vraiment de la maltraitance, c'est pas des menaces en l'air ou même finalement. Ah oui, et de la violence quotidienne et puis qui a aucun sens et où les enfants sont de plus en plus durs parce que finalement, ça a aucun effet. Et est-ce que vous, ensuite, une fois que j'avais eu l'âge de sortir de chez moi, du coup, quand j'allais à l'école, généralement, c'est quel âge, là. 36 ans, 37 Moi, j'aurais dit 25 parce que mes parents étaient archi cool, tu vois. Et du coup, j'ai fait une comparaison avec l'extérieur. Et du coup, il y a énormément de sentiments divers qui se sont entremêlés, en fait, parce que, alors on parlait de honte, tu vois, de dignité, de fierté, tout ça. Enfin, c'était hyper complexe parce que tu te rendais bien compte. C'est là que je me suis rendu compte que j'étais une minorité, parce que ce que je faisais, il y avait plus dans mon entourage, moi, des enfants qui avaient des parents comme ceux de Vincent Delerme, là, que les tiens. Enfin, et donc, du coup, je me suis rendu compte de la différence. Et moi, j'ai eu cette honte de me dire c'est pas les mêmes, tu vois. Et pour moi, Vincent Delerme et d'autres, c'était une manière d'apprendre les codes que j'avais pas chez moi. C'était pour moi une représentation du monde qui ne m'était pas accessible, mais qu'en écoutant, en regardant des films, les machins, et je savais je rigolais au là, je faisais comme ça parce que je savais comment c'était chez eux. Oui, mais je pense qu'on a aussi le fait d'avoir comme ça, c'est fantasmé aussi. Je crois qu'on a fantasmé les parents des autres. J'ai le souvenir de ma sœur. Attention, cette histoire est tellement... qui était invitée chez une copine, elle était jeune. Et elle allait chez cette copine, elle est revenue, elle m'a dit, Fatima, tu sais, leur père, il parle doucement. Et elle trouvait ça fabuleux. Mais le père, vraiment, il avait dû leur dire, tout doucement, avec beaucoup de précautions, s'il te plaît, tu peux débarrasser la table, un truc comme ça. Alors que, notre père n'allait pas nous demander comme ça. Et elle trouvait ça fou. Mais je pense qu'on a aussi fantasmé, comme quand on a l'impression que on dit l'herbe est plus verte et l'herbe est plus verte ailleurs, et finalement c'est un gazon artificiel. Dans quelle mesure cette vie idéalisée qu'on a vu ses parents qui ne s'énervent jamais chez les autres, en pensant non, pour moi. Donc non, j'avais pas de honte. Je savais que c'était très différent chez moi, mais finalement. J'ai eu envie de comprendre aussi. C'est-à-dire que j'ai compris en grandissant que je ne connaissais pas bien ma mère et mon père. Je les connaissais comme mère et père, mais pas comme femme et homme. Ce qui fait que très vite, j'ai eu envie, donc à 25 ans, j'ai enregistré mon père. Je lui dis, raconte-nous. Et donc, il me parlait, alors ma fille, et il a commencé à me raconter des histoires. Et j'étais contente de ce moment-là. Et pareil pour ma mère, que je trouvais très soumise, parce qu'elle est vraiment très très gentille, ma mère, mais vraiment la gentillesse excessive. Donc je l'ai toujours vue très soumise, des gens qui lui parlaient mal, et elle répondait par un sourire. Mais finalement, j'ai compris en parlant avec elle et en voyant, par exemple, lorsqu'elle était femme de ménage, enfin maintenant elle est à la retraite, elle n'est pas morte, donc, et je voyais la façon humiliante. Non, mais parce que j'ai dit, la façon. J'ai vu des gens, enfin, des gens chez qui elle travaillait, la mépriser. Mais vraiment une forme de mépris de classe comme jamais. Et elle ne réagissait pas. Et donc, quand j'étais jeune, quand j'avais 25 ans, je trouvais ça dingue. Je me disais, mais elle se laisse humilier. Et je lui en voulais. Voilà, je lui en voulais. Je me dis, comment on peut se laisser humilier comme ça ? Et en grandissant, ce que j'ai compris, c'est que déjà, c'était une stratégie de défense, qu'elle ne pouvait pas faire grand-chose, mais surtout qu'avec sa sœur, donc ma tante, qui était aussi femme de ménage, elle rigolait beaucoup. Parce que l'autre pensait les humilier, mais elle connaissait tout leur dessous. Elles avaient la puissance des femmes de ménage. Elles savaient que leur toilette était sale. Elles les avaient vues nues, parce que bien entendu, ces femmes se promenaient nues comme si elles n'existaient pas. Ouais, c'est le manque de considération en fait, qui les a exposées. C'était un meuble finalement. Mais sauf qu'elles voyaient le corps nu. Après, on dit, t'as vu quand même. Voilà. Et après, je me suis dit, mais elles ont leur petite victoire, la victoire d'en dessous. Et donc, je me suis dit, Fatima, il faut que tu arrêtes de penser de ta place. Mets-toi à leur place et ça change tout finalement. Parce que j'avais plus la colère de voir quelqu'un être humilié. Je me suis dit, attends, Fatima,
ne les prends pas, ils ne sont pas stupides, parce qu'on a souvent considéré que nos parents étaient stupides, alors qu'ils ont une force de résistance qu'on n'a sans doute pas et qu'on n'aura peut-être jamais. Et c'est justement un peu ça qui m'agace beaucoup dans ce qu'on dit des générations précédentes, des parents, des grands-parents, c'est qu'ils ont rasé les murs. Et j'entends beaucoup dire ça, voilà, nos parents ont rasé les murs, mais nous levons la tête, nous sommes dignes, nous avons les moyens intellectuels, psychologiques, mentaux, etc., de résister, de faire preuve peut-être de plus de dignité qu'eux. Et moi, je pense que c'est vraiment faux. Ouais. Parce qu'il y a plein de choses qu'on n'observe pas. Effectivement, ce que tu viens de raconter sur ta mère, par exemple, cette forme de résistance qui est une résistance invisible et qui est une résistance qui n'est pas racontée pour le coup. On n'a pas encore eu la Annie Ernaux qui nous raconte cette forme de résistance des femmes de ménage immigrées. Et puis toutes les résistances qui ont eu lieu dans les usines, par exemple, dans les foyers, mai 68, il y avait des ouvriers algériens en mai 68. Dans les foyers, dans les années 70, il y a eu la révolte des foyers Sonacotra, les grèves, parce que les conditions de logement étaient précaires. Et c'est vrai que ce sont des histoires qu'on devrait raconter au lieu de nous arroger à nos seules générations la capacité de révolte et de sursaut par rapport à une forme de domination qui est inacceptable. Et ça, je suis contente de t'entendre dire ça parce que je trouve que cette mythologie du parent soumis par rapport à nous qui ne le serions pas est vraiment problématique, même dans notre estime de nous-mêmes. Mais oui, mais moi, mon père a été là, pour mai 68, comme ouvrier, quand je lui en parle, il était là. Il a assisté à tous ces moments-là. Et dans les moments de lutte pour l'usine, il y a un moment, il est très actif. Et après, quand il l'était moins, c'était pour d'autres raisons, mais pas du tout un sentiment de domination. J'ai toujours vu un homme fier. C'est-à-dire même le fait de ne pas maîtriser la langue, il ne baissait pas la tête en le disant. Il dit, voilà. Oui, c'est une compétence qu'il n'avait pas. C'est une compétence qu'il n'avait pas, mais il en avait d'autres. Et surtout, il avait la compétence de l'autodidacte. Et même de construire une vie. Allons-y, allez. Je vous jette en Espagne et puis élevez vos enfants là-bas. C'est déjà, rien que mettre en place sa vie, c'est une force. Donc, les enfants qui jugent leurs parents en disant c'était des soumis, ils baissaient la tête, je pense qu'ils n'ont pas vu tout ce que leurs parents ont fait sans se prendre en photo. Il n'y avait pas de selfie, il n'y avait pas d'auto. Ils n'ont pas fait des stories. C'est ça, ils n'ont pas fait des stories. Donc c'est peut-être à nous de la raconter cette histoire-là, mais avec eux, et puis pas en la jugeant de loin, avec une forme de mépris, je crois. Oui. Moi, je me reconnais dans tout ce que vous dites, surtout par rapport à la dignité des parents, parce que moi, mon père, mes parents sont nés... sujet de l'Empire français. Moi, mes parents, ils sont nés dans un pays où ils n'étaient pas souverains, le peuple n'était pas souverain, c'est-à-dire que ça n'existe plus aujourd'hui, tu vois. Donc, et comment ils ont réussi à sortir de ce système-là pour qu'aujourd'hui, nous, leurs enfants, on puisse revendiquer la même liberté que les citoyens français, c'est déjà une énorme dignité. Tu vois, pour d'avoir donné à tes enfants les armes pour se battre sur un autre plan que toi, parce que tu n'as pas pu te battre, parce que juridiquement, tu ne pouvais pas te battre. Qu'est-ce que tu voulais faire ? Tu es né, tu es un sujet. Je ne sais même pas, l'antonyme de souveraineté, c'est quoi ? C'est... Colonisation. C'est ça, voilà. Et donc, et pour eux, du coup, tout ce qui... est lié à l'expression est synonyme de danger. C'est-à-dire parler, c'est un danger. Avoir une opinion politique, c'est un danger. Tu peux mourir en ayant une opinion politique. Et donc tout ce qui était associé au fait de, tu sais, quand tu dis oui, soyez digne, exprimez-vous, indignez-vous, nanana, mais chacun ses armes en fait. Et c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes armes qu'on n'est pas au même niveau de dignité. Moi, mes parents sont très très dignes. Ils ont utilisé les armes qu'ils avaient, c'est-à-dire ils ont transmis à leurs enfants ce qu'ils avaient. Et il n'y a pas de, on va pas se juger, comme tu dis, les uns les autres. Et je pense que ça, c'est en devenant adulte que je l'ai compris et en comprenant la situation politique des choses. Parce que si tu restes à un niveau uniquement interpersonnel, tu ne t'élèves jamais, tu vois jamais cette image-là. Et la question que je trouve intéressante aussi par rapport à ça, c'est du coup, quand adulte, on réalise qui sont nos parents, c'est la position qu'on a. Enfin, moi, je ne sais pas si c'est le cas pour vous. On a parlé tout à l'heure des spatules, des martinets et autres menaces physiques que pouvaient exercer, en tout cas psychologiques, que pouvaient exercer nos parents sur nous pour qu'on les respecte. Mais je trouve que cette menace, en tout cas, cette autorité est toujours présente, en tout cas pour ce qui me concerne à l'âge adulte. Franchement, je sais pas vous, moi j'ai toujours peur de ma mère. Et je trouve qu'il y a un truc de... Je sais pas si c'est
une volonté de ne pas les invalider en tant qu'immigrés dans la société dans laquelle on vit, ou simplement une intériorisation d'une forme de culture qui valorise quand même toujours ce statut d'autorité. Et c'est vrai que tout à l'heure, Fatima a fait la blague quand elle dit j'ai eu le droit de sortir de chez moi à 36 ans. On n'est pas très très loin, quoi. Et je sais pas si vous avez ce souvenir-là, mais moi je me souviens que jeune adulte, habitant chez mes parents, les sorties qui étaient contrôlées plus ou moins, etc., ou ma mère, notamment ma mère en particulier, parce qu'elle était peut-être plus autoritaire que mon père, elle l'est toujours d'ailleurs plus, qui était très interventionniste sur des choix personnels. Je sais pas si vous avez vu cette fameuse copine qui dit non mais t'as qu'à dire à ta mère que c'est ta vie, quoi, parce que et t'es là, tu te dis mais en fait c'est pas, tu vois ce que je veux dire, c'est inconcevable dans ma culture en fait de tu vois, on peut comment dire, composer, mais il y a des choix qui sont difficiles à faire parce que tu n'as pas envie de remettre en question tes parents en tant qu'individu, mais en même temps tu veux t'émanciper de choses qui peuvent être contraignantes. Mais c'est comme les filles qui fument à 43 ans et que leurs parents leurs parents ils savent pas, mais t'as des enfants, tu vois, t'es une femme, pourquoi est-ce que tu peux pas fumer une clope devant ta mère? Elle me dit non, c'est impossible. Impossible. Je pense que il y a beaucoup d'amour dans ce respect-là. Parce qu'on parle de la peur, si on en parle comme ça, on va dire tu avais peur. Mais finalement, c'est plus de la peur, parce que quand la personne, elle est âgée, votre père va pas vous courir après 70 ans, vous courez plus vite que lui. Mais il y a la colère, quand même, tu veux pas les décevoir en fait. C'est ça, c'est la peur de décevoir, la peur de perdre cet amour, et puis la peur dans ce geste, par exemple pour fumer, d'invalider l'éducation qu'il a donnée. Donc, certains, non, quand il n'y a plus, se disent, voilà, je me libère en fumant, et puis je me mets comme sujet. Mais très vite, ça passe, ça. Donc, il y a cette peur de perdre l'amour, en tout cas un amour qui se manifeste de cette façon-là. Mais moi, comment dire, en vieillissant, c'est autre chose qui arrive. C'est une forme de tendresse. J'ai beaucoup de tendresse. C'est-à-dire, quand je vois dans la rue ceux qu'on appelle maintenant les shibani, donc ceux qui ressemblent aussi à mon père. En arabe qui désigne les personnes âgées. Personnes âgées, j'ai beaucoup de tendresse pour eux, pour beaucoup d'entre eux. Et surtout, une peur que ces histoires disparaissent. C'est-à-dire que l'envie d'écrire sur le sujet, que j'ai depuis très très longtemps, depuis le moment où je commence à écrire, et la peur d'écrire sur le sujet parce que j'ai envie quand même d'être à la hauteur du truc, ces deux choses-là, ça devient de plus en plus oppressant, de plus en plus difficile, parce que je me dis que lorsqu'ils vont mourir, parce qu'ils sont en train de mourir les uns après les autres, ces histoires-là vont mourir avec eux, et cette voix-là, une façon de dire les choses. J'écoutais, il y a quelqu'un, et vraiment j'ai pleuré en écoutant le podcast, c'était Omar Ben Laala, qui parlait de son livre « Tu n'habiteras jamais Paris ». Et il parlait de son père, et il a écrit l'histoire mélange la voix de son père, et puis c'est leur livre en fait. Et puis sa voix, et il y a ce jeu qui est à la fois lui, qui est à la fois son père. Et son père est mort à la fin, quand le livre est sorti. Donc il y a quand même quelque chose. Je pleurais en écoutant. Vous pouvez écouter. Je ne me souviens plus. C'était sur France Culture ou France Inter. Et c'est très beau. Enfin, sa façon d'en parler. Et je crois pour si vous m'écoutez et que ça vous donne, ça vous donne des frissons de l'entendre. Peut-être que vous aussi vous avez à avoir une conversation avec vos parents s'ils sont encore vivants pour que leur histoire soit là, parce que cette histoire-là, elle est en vous, confusément. C'est pas un hasard s'il y a les thérapies familiales, les constellations familiales, toutes ces choses où on voit que l'histoire de nos parents nous traverse. Donc, si vous voulez pas que ça se manifeste avec des maladies, on va faire en sorte que ça se manifeste par des mots et des beaux mots. Donc, prenez la plume, même si c'est pour vous, prenez-la vite. C'est un sujet dont on aura l'occasion de reparler parce qu'on n'a fait que l'effleurer aujourd'hui. Merci beaucoup Fatima pour ta présence. Merci à vous. On arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que vous aussi, votre relation avec vos parents, vos aînés, vous importe? Suivez le conseil de Fatima, Aïd Bounoua, qui nous a fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Et dites-le nous.
Voilà, si vous êtes d'accord avec ce qu'on a dit, si vous aviez des parents qui ont eu les mêmes attitudes que nous ou pas du tout, ou si vos parents ne sont pas immigrés et que vous êtes reconnus dans cette expérience parce que vous êtes issus d'une classe sociale qui n'est pas la vôtre aujourd'hui, c'est intéressant aussi de croiser les témoignages et puis aussi des gens qui sont originaires des Outre-mer parce qu'ils ne sont pas à proprement parler immigrés, mais il y a une expérience de migration qui existe aussi dans les familles et de cultures diverses, donc n'hésitez pas à communiquer avec nous. Écrivez-nous sur kiftaras@binge.audio ou contactez-nous sur les réseaux sociaux en suivant @kiftaras sur Twitter et Facebook avec le hashtag Kiftaras. Merci Fatima Idbounoua, on espère te retrouver bientôt autour de cette table. Merci. Kiftaras est un podcast produit par Binge Audio. On se retrouve dans 15 jours avec un nouveau sujet. Merci Grâce. Merci Rokhaya. Salut. Merci à vous deux. Bye.